Bonjour à tous, bienvenue dans les hors-séries de l'été de Parents Voyageurs. Cet été, nous nous associons avec Stéphanie de Famille et Voyage, le podcast, pour vous présenter une autre facette de nos invités. Alors que nous les interrogeons sur leur parcours, leur choix de vie, leurs expériences de voyage en famille, Stéphanie leur demande d'ouvrir leur carnet de voyage et de nous faire découvrir des destinations. Chaque semaine, jusqu'à fin août, nous allons donc vous proposer 2 conversations avec le même invité, une histoire de vie et un carnet de voyage. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur nos blogs respectifs famillevoyage.com et parents-voyageurs.fr. Belle écoute et bel été! Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Pérou avec Claire. Claire et Juan ont monté une agence de voyage il y a de cela 6 ans à Cusco, donc au Pérou dans les Andes. Avec Claire, on va revenir un petit peu sur son parcours, comment elle en est venue à s'installer à Cusco avec un Péruvien, à se marier avec un Péruvien. Ils ont 3 enfants. Elle nous raconte un petit peu son parcours de femme voyageuse. Et puis je lui ai aussi posé beaucoup de questions sur la vie au Pérou, sur la place des enfants, sur l'apprentissage des 2 langues, le français et l'espagnol, dans leur famille, etc. C'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup aimé enregistrer et j'espère que vous allez voyager avec nous et que ça va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Claire. Bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Merci beaucoup de nous avoir contactés et de prendre ce petit temps pour échanger avec moi aujourd'hui. On va partir au Pérou et autant se dire que j'ai déjà très hâte d'entendre ton histoire et que tu nous fasses voyager dans ce, à mon avis, très joli coin du monde. Donc merci beaucoup. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ainsi que ta famille ? Bonjour à tous et merci également pour l'invitation. Je suis ravie de participer. Je m'appelle Claire, donc je suis toulousaine et j'habite à Cusco depuis 6 ans maintenant avec mon mari et mes 3 enfants. On a 3 enfants de 9 ans, 7 ans et 2 ans. Okay. Voilà, et on s'est installé en Cusco en janvier 2018. Ok. Tes 2 premiers enfants sont nés en France, si je me trompe pas, et donc le Les petit 3, dernier est né. Les 3 les 3 sont nés en France. Ouais, je suis rentrée aussi pour accoucher de ma petite fille. Ok, et bon, écoute, je pense que tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves donc mariée avec un Péruvien? Juan est péruvien. Comment c'est arrivé ça, cette histoire de Pérou dans ta vie? Un petit peu par hasard, oui et non. En fait, c'est vrai que depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours souhaité voyager et avoir des expériences à l'étranger. Donc au début, c'était davantage en cadre de stages étudiants ou de projets courts d'1 mois ou 2 mois à l'étranger. Et puis progressivement, je me suis lancée. J'ai fait aussi un volontariat pendant 1 an en Équateur. Quand j'avais une trentaine d'années, ce qui m'a permis de rebondir ensuite dans le cadre de mon travail à l'époque sur une expérience de 2 ans à Wallis et Futuna, donc en Polynésie, où j'ai passé 2 ans. Et forte de cette expérience, j'ai enfin réalisé un de mes grands rêves, qui était de prendre mon sac à dos et de faire l'Amérique du Sud sur plusieurs mois en sac à dos. Alors initialement, mon rêve, c'était de le partager avec un amoureux, mais j'avais pas d'amoureux à cette époque-là. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même dommage de mettre de côté un rêve aussi grand. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je vais le faire toute seule. Après tout,
Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et donc on était en 2011 à cette époque-là, et donc en 2011, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie du coup 6 mois en Amérique du Sud. Et j'ai fait plusieurs pays, classiques, hein, Brésil, Argentine, Uruguay, Chili, Bolivie. Puis en remontant sur le Pérou, du coup, j'ai fait un trek pour découvrir le Machu Picchu. Et finalement, le guide que j'avais sur ce trek est devenu mon mari un an plus tard, quoi. Voilà. Et voilà, comment je l'ai rencontré il y a maintenant quasiment 12 ans hein, qu'on se connaît. Ok, ok. Ouais, donc t'as quand même, en tout cas toi, une sacrée expérience de voyage. Pour faire ces 6 mois de voyage, du coup, t'avais quitté ton boulot ou comment ça s'était passé? Ouais, j'avais décidé de quitter mon boulot, mais je l'ai quitté en très bons termes. Donc du coup, je savais que j'avais quand même un petit filet de sécurité au cas où si vraiment il y avait une grosse galère. Je sais que il m'aurait trouvé, je pense, une petite place. Mais oui, cela dit, j'ai quand même quitté le boulot et, et c'était une aventure, une très belle aventure, une des plus belles. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça t'a appris ou ouais ou qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager seule? Parce que du coup, à la base, c'était pas trop le projet. Tu t'étais pas tout Mhm. de suite projeté dans un voyage seul. Et finalement, qu'est-ce que tu y as trouvé? Beaucoup de confiance en moi parce que finalement, quand on voyage seul, du coup, on est face à soi-même et du coup, on se rend compte que, en fait, on est capable, quoi. Enfin, et que surtout, moi, j'étais rarement seule parce que tu croises beaucoup, beaucoup de monde sur les routes, dans les auberges de jeunesse et autres. Et puis à l'époque, nous, il y avait pas Facebook, il y avait pas tous les moyens, les réseaux sociaux qu'on a Hmm. aujourd'hui. Donc, il y avait pas de téléphone, hein, c'est tout bête, mais fallait encore aller dans des cyber et tout ça. Et du coup, on était, je pense, beaucoup dans la rencontre spontanée et dans la rencontre, qui naît autour autour d'un café, autour d'un petit déjeuner. Moi, je me rappelle beaucoup des petits déjeuners. Et ça, c'était magique. Et j'ai pas du tout regretté à refaire. Je le referai toute seule en grande. J'en suis certaine, je le referai toute seule à refaire. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de rencontrer du monde quand on est seul que quand on est plusieurs, en fait. Et ça c'était génial parce que finalement moi ce qui revient de mes voyages c'est les rencontres que j'ai pu faire. Les paysages étaient beaux, ça c'est certain, mais ce que j'ai gardé dans mon cœur c'est les rencontres. Encore une fois même au-delà de mon mari hein, bien évidemment, mais c'est aussi les amitiés, les moments passés ensemble avec des gens, à partager des moments extraordinaires. Et ça vraiment c'est de magnifiques souvenirs que j'ai encore aujourd'hui et des amitiés qui existent encore aussi. Hein. Mhm. Et du coup, après, enfin, ce voyage s'est arrêté au Pérou et tu es resté au Pérou? Alors non, parce que moi, mon billet retour partait de Medellín en Colombie, donc fallait que je remonte jusqu'à Medellín. Et j'avais aussi l'envie de retourner en Équateur où j'avais vécu un an précédemment pour retrouver les gens avec qui j'avais partagé cette année. Donc du coup, même continué mon voyage. Mais j'ai D'accord. écourté effectivement tout le nord du Pérou. Malheureusement, j'y suis pas allée parce que je suis restée bien plus de temps que prévu dans la région de Cusco, effectivement. Et donc, t'es rentré en France. T'as pris ton avion à Medellín Oui, et t'es... oui, parce que en fait, Juan rapidement m'a dit de rester, etc. Et je lui dis, en fait non, parce que moi j'avais plus envie de voyager, j'avais envie que d'une chose, je suis toulousaine, j'avais envie qu'une chose, c'est de rentrer à Toulouse, pas très loin de chez mes parents, et retrouver mes racines en fait, parce que souvent c'est ce dont on se Hmm. rend compte aussi dans ces voyages, c'est que on part loin, on découvre plein de choses, mais en fait, moi ça m'a rapproché encore plus de ma région, de mes parents, et j'avais envie aussi de partager cette expérience avec les gens que j'aimais, quoi. Donc du coup, je lui ai dit, ben non, moi j'ai réalisé mon rêve, je suis allée jusqu'au bout du monde et c'était un de mes rêves, je l'ai fait. Maintenant, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi, tout simplement, d'avoir une vie un peu plus normale et voilà. Donc Ok, il est resté, je suis partie. ok. Mais et alors, mais comment vous vous êtes retrouvés? Après forcément quand on a un grand coup de cœur, c'est pas si facile de tourner la page comme ça, donc on a continué à s'écrire beaucoup
Et puis, moi, j'ai trouvé tout de suite du travail. J'ai eu cette chance-là de trouver rapidement du travail en rentrant. Du coup, CDI, du coup, plus de vacances, du coup, voilà. Donc, c'était assez compliqué. La vie t'a absorbé. C'est ça. Et arrivé, on s'est quitté du coup nous en juin et arrivé Noël, ben on était toujours en contact. Et moi je me disais que ça allait pas fonctionner parce que c'était loin, c'était compliqué, ça rentrait pas dans mon schéma à moi, de manière peut-être un peu égoïste, mais voilà. Et du coup, Juan m'a dit bah si ça doit se terminer, il faut qu'on se revoie au moins une dernière fois, etc. Et bon, j'étais facile à convaincre, hein, honnêtement, ça n'a pas été. Et j'ai dit ok, du coup j'ai rassemblé tous les petits RTT, les petites récup que j'avais et j'ai réussi à avoir 10 jours pour le mois de mars. Donc je suis revenue au Pérou pour 10 jours au mois de mars l'année suivante. Et je m'étais dit si ça fonctionne, si voilà, si je ressens encore quelque chose de très fort, je lui dirais que la prochaine fois ce sera à lui de venir en France pour qu'il connaisse aussi mon univers, ma culture, ma famille. C'est un autre monde, quoi. Ouais, bien sûr. Et forcément, bien sûr que ça a fonctionné quand on s'est revus, c'est une évidence. Et du coup, bah, j'ai appliqué ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je lui ai remis effectivement une carte d'invitation, parce qu'à l'époque, il y avait besoin de visa, c'était très très compliqué pour les Péruviens de voyager. Et du coup, je lui ai remis la carte d'invitation dont il avait besoin pour pouvoir faire toutes les démarches et pouvoir voyager au mois de mai. Au mois de mai, il m'a rejoint du coup pour 15 jours ou 3 semaines en France. Ok. Et de là, donc, comment ça s'est passé? Vous avez décidé, ok, du coup, de poursuivre votre chemin ensemble, mais là, vous étiez en France et donc aujourd'hui, vous êtes à Cusco. Bah lui, il s'était dit que la prochaine étape, c'était le mariage, parce qu'effectivement, ça devenait très compliqué d'imaginer à chaque fois des échappées comme ça, sans grand lendemain, en fait. Et la seule option qu'on avait, ben, c'était de se marier, en fait. Du coup, on a décidé, quand il est venu en France au mois de mai, on a décidé ensemble de se marier 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, on se mariait du coup à Cusco. Donc là, c'est moi qui suis revenue du coup au Pérou. Là, j'avais des vacances, ça faisait 1 an que je travaillais, donc j'ai pris toutes mes vacances, toutes mes récup, tous mes RTT, et mis bout à bout, ça faisait quasiment 5 semaines de vacances. Et je suis revenue du coup pour me marier à Cusco en août 2013, exactement. D'accord. Et donc de là, le projet, c'était de vivre à Cusco. Et là, non, parce que moi, vraiment, j'étais installée en France, j'avais vraiment envie de rester en France et réellement, j'ai vraiment eu le sentiment, et encore je l'ai aujourd'hui en toute honnêteté, comment dire, enfin, j'avais plus envie j'avais plus 20 ans, quoi, pour repartir sans projet clair, sans quelque chose de stable qui m'attendait, sans rassurance, disons. Donc, je me sentais pas de tout quitter et pour partir à Cusco, pour quoi faire en fait, sans projet, sans rien. Ça, pour moi, ça n'avait pas de sens en fait. Et du coup, c'est lui qui m'a rejoint du coup à Toulouse quelques mois après notre mariage. Il m'a rejoint et on a vécu 4 ans du coup en France ensemble. D'accord. Voilà. Et donc, pendant ces 4 ans, 2 enfants ont rejoint l'équipage. Voilà, exactement. Il y a 2 petits garçons qui sont nés, Waira et Cory. Et pendant ces 4 ans, Juan, très rapidement, c'était pas évident pour lui parce que, comme beaucoup d'étrangers, trouver du travail, trouver sa place en Occident, c'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Mais il a toujours bossé, il a toujours fait des petits boulots, mais malheureusement rien d'épanouissant comme être guide au Machu Picchu, quoi. Donc c'était pas forcément très évident. Mais il avait ce projet assez rapidement, du coup, de créer sa propre agence
Et effectivement, ce projet d'agence de tourisme, elle est vraiment venue de lui. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et très concrètement, il a mis 4 ans à me convaincre en fait, parce que je suis pas une tête brûlée, hein. Je suis plutôt quelqu'un qui fait les choses de manière assez scolaire, organisée. Voilà. Et du coup, partir comme ça, recréer un projet, de nouveau laisser derrière moi un emploi et toute la rassurance qu'on peut avoir aussi en France, hein, sécurité sociale, le chômage, la CAF, toutes ces choses-là, ça avait du sens en fait pour moi. Et je me voyais pas tout abandonner comme ça. Donc du coup, on a mis 4 ans à monter ce projet-là. Et il a fini par me convaincre tout simplement grâce à des professeurs en fait, puisque Juan il a repris des études pour être guide et accompagnateur de tourisme en France. Et du coup, en parallèle, il devait monter un projet. Et le projet était entièrement tourné du coup vers le Pérou, vers l'agence qu'il souhaitait créer. Et donc, on a été très transparent avec les professeurs en leur expliquant que voilà, c'était un projet familial, on avait envie de partir au Pérou, etc. Donc moi, j'ai suivi les cours un petit peu grâce à lui. Je l'ai aidé à monter les dossiers, mais de manière transparente avec l'école, bien sûr. Et au final, lors du dernier rendez-vous qu'on a eu avec ses professeurs, sa professeure principale lui dit mais en fait vous attendez quoi, parce que le projet il est prêt, tout a bien été validé, vous êtes prêt à partir, mais vous attendez quoi en fait? Et moi je dis Ah en oui, du fait coup, j'ai c'était peur. plus qu'un projet d'école finalement que vous aviez construit. Ah bah C'était oui, pas juste pour bien avoir le sûr, diplôme, c'était vraiment un projet de vie pas du tout, qui tenait la route du début à pas la du fin, tout. quoi. Et au final, quand moi j'ai eu la validation de cet institut de formation, je me suis dit, je me revois remonter dans la voiture pour retourner au boulot. Et là, je me suis dit, c'est bon, on y va, quoi. C'est parti. Enfin, moi, j'avais un peu comme une petite certification à la française, comme quoi je faisais pas n'importe quoi, qu'on restait dans les clous, que voilà, professionnellement, ça tenait la route. Et moi, ça a été le déclic qui a fait que j'ai dit, OK, maintenant, on peut y aller, on y va. Et le soir, les choses étaient claires entre nous. Hein, 4 mois après, on partait, quoi. Ah ouais, ok. Et donc c'était parti pour vous installer. Donc ça a toujours été à Cusco. Juan est originaire de là-bas. Exactement, ouais. Ok. Et est-ce que donc toi tu connaissais un petit peu pour y avoir passé quelques semaines dans ta vie? Est-ce que tes enfants, vous aviez déjà eu l'occasion du coup d'aller au Pérou quand ils étaient tout petits? Oui, on y était allé un an avant pour Noël, voir la famille. Ouais. Mais voilà. Et là, les enfants, il y en avait un il avait 1 an et demi, et l'autre, il allait naître quelques mois après. Donc du coup, il était vraiment très petit pour pouvoir se souvenir de cet épisode-là. Donc quand on est reparti, le plus grand il avait 3 ans, le deuxième il avait 1 an et demi. Donc Ouais. ils étaient vraiment tout petits, tout petits. Ouais. Oui, oui. Et du coup, ils s'en souvenaient peut-être pas. Ton aîné, il s'en souvenait peut-être pas trop, Non, ouais, du voyage non, d'avant. non. Et toi, qu'est-ce que ça représentait pour toi, du coup, d'aller t'installer au Pérou? Est-ce que tu en avais déjà rêvé de vivre à l'étranger comme ça? Parce que là, vous partiez pas juste pour 1 an ou 2 ans, il n'y avait pas de date de fin. Donc, est-ce que c'est Alors un il n'y avait projet pas que de tu date avais de déjà eu? fin, mais moi je suis partie en étant en congé parental, ce qui me permettait d'avoir encore une fois ce petit coussin de sécurité au cas où si ça fonctionnait pas. Je savais que voilà, je pouvais rentrer en Toulouse. Après c'est pas évident parce qu'on avait lâché tout, hein. On avait vendu la voiture Ouais. qu'on avait, on avait lâché notre appart, on avait voilà revendu un maximum d'affaires. Donc revenir ça aurait pas été très simple non plus. Mais il y avait quand même cette petite sécurité. Au début, on s'est dit, enfin en tout cas moi, je me suis dit, voilà, on part 1 an et si ça fonctionne, on continue et puis sinon, ben voilà. Après, très très D'accord. rapidement, quand on est arrivé, ça tout de suite, rapidement, j'ai su que j'allais rester, quoi. Parce que ça a rapidement fonctionné. Alors c'est pas non plus euh, enfin c'était pas une croissance extraordinaire, mais en tout cas on avait des demandes, on était actifs,
Et puis on voyait qu'il y a des choses qui se passaient, donc il y avait de l'espoir, quoi. Franchement, que ça fonctionne vraiment. Et Ouais. et on avait confiance en nous. Moi, j'avais confiance en notre projet, vraiment. Hein. On y croyait vraiment tous les deux, quoi. Ok. Vraiment Mais on l'a préparé, quoi. On l'a préparé. On n'est pas venu comme ça et on verra bien. C'était pas du tout dans cette oui, démarche-là oui. qu'on est parti, quoi. Ouais, ok. Bah, tu nous parleras peut-être un petit peu tout à l'heure, ouais, de votre projet professionnel, de vos activités, parce que c'est toujours ce projet-là avec lequel vous vivez aujourd'hui, quoi. Donc, tu nous raconteras un petit peu. Est-ce que, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment c'est Cusco? Parce que alors moi je ne suis jamais allée au Pérou et donc je n'ai aucune idée. Déjà, enfin c'est une grande ville, c'est une petite ville, c'est très en altitude, c'est Cusco, c'est à 3500 mètres d'altitude. Donc, c'est dans les ok. montagnes, au cœur de la cordillère des Andes. Et Cusco, c'est 500 000 habitants. Euh, et c'est la particularité de Cusco, c'est d'être une ville quand même très touristique puisqu'on est à vol d'oiseau, on est à 80 km du Machu Picchu. Donc la D'accord. ville, elle vit à 70% du tourisme. Donc c'est une ville qui est animée, c'est une ville où il y a beaucoup d'activités, c'est une ville où les gens aiment rester aussi parce que depuis Cusco, on peut rayonner autour et faire plein d'activités, découvrir plein de paysages, faire des treks, etc. Ce qui fait que c'est une ville où les gens restent au minimum une semaine, quoi, une semaine à 10 jours. Donc, ouais, c'est une ville qui attire. C'est une très jolie ville. C'est une très belle ville avec une histoire, bien sûr, incroyable. Donc, c'est un musée à ciel ouvert. Quand on se promène à Cusco, il y a c'est magique, quoi. Il y a une énergie qui se dégage de cette ville, vraiment, qui est fabuleuse. Enfin, moi, que j'ai pas retrouvée ailleurs et on s'y attache. Les gens, ils s'attachent à Cusco. On a toujours du mal à partir de Cusco. Les gens, ils disent Ah qu'ils oui. reviennent en général. Ouais. Ok, mais donc du coup, oui, moi je m'imaginais pas quand même une ville si grande, 500 000 habitants, c'est énorme finalement. T'es à Ouais. 3500 mètres d'altitude, donc ça aussi c'est énorme. Faut quand même, je pense qu'on a un peu de mal à se rendre compte là. Bon, moi j'habite Ouais. au bord de la mer presque, donc voilà, je suis plutôt à 35 mètres d'altitude max. Donc c'est un truc de fou et c'est une très grande ville. Ouais, en fait, vous débarquez pas non plus complètement dans la pampa. Il y a et ça a été facile pour vous de vous installer, pour toi les enfants. Après, j'imagine que Juan a retrouvé finalement, bah lui sa vie d'avant. Enfin, pas tout à fait la même vie, mais Ouais. il avait tous ses repères et tout ça, quoi. Ben oui, au début, bien sûr, on a atterri du coup chez sa maman où on est resté 3 mois à peu près, le temps de chercher, de trouver une petite maison qu'on a rapidement trouvée finalement. Et après, ça a démarré. Enfin, de toute façon, moi, je suis jamais restée inactive. Hein. Enfin, fallait bosser parce que si on bossait pas, il y a rien qui arrivait. Hein. Donc, pour vivre, il Ouais. fallait travailler. Donc, du coup, très vite, on a été quand même très, très actifs. On n'a pas fait du tourisme nous pour le coup au début. Et puis, il fallait trouver un lieu pour les enfants, pour l'école, le ceci, le cela. Enfin, du coup, c'est une nouvelle vie à construire. Donc, on est très, très occupés quand même très vite au début. Et, euh, et, et, et du coup, ouais, on a vite trouvé nos marques. Ouais, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai un bon souvenir, moi, de cette arrivée. C'était, encore une fois, c'était vraiment ça, le souvenir que j'ai, c'était plein d'espoir, quoi. C'était génial. Et puis de découvrir moi, j'avais pas l'habitude jusqu'à présent, j'avais toujours été salariée. Je connaissais pas l'aventure entrepreneuriale et goûter à ça, waouh, enfin c'était génial parce qu'on se fait son propre emploi du temps. Quand on est bosseur, je veux dire, il y a des choses à faire, quoi. Hein. Enfin, c'est pas les vacances, mais du coup, on se le fait à Ouais. son rythme. Et ça, j'ai cette saveur du début là, elle est fabuleuse. C'est comme quand on goûte pour la première fois, je sais pas moi, un fruit qu'on connaît pas, et exotique, et on se dit ah c'est trop bon, c'est génial. Et là, c'est vraiment la même chose quoi. C'était super. Franchement, ouais, de Et belles découvertes. avec les enfants, du coup, donc à 1 an et demi et 3 ans, bon, 1 an et demi, j'imagine que les enfants sont pas scolarisés, mais comment ça se passe du coup? Enfin, je sais pas, la crèche, l'école, les garderies, comment ça marche là-bas? Ouais, bah le plus grand, il allait à l'équivalent de la maternelle quoi. Et Mm. l'autre, il est le plus petit, Cory, lui, il est resté avec moi. Et puis après, il y avait la famille de Juan aussi, hein, ils sont tous ici sur Cusco, donc ils nous ont quand même beaucoup aidés.
pour s'occuper des enfants et tout ça quand il y avait besoin. Donc, moi, l'équilibre, c'était pas toujours évident avec le plus petit pour travailler. Je me revois, moi, parce qu'ici à Cusco, il faut se dire que c'est que des rues pavées en pente, ça monte, ça descend, donc les poussettes, faut oublier, c'est impossible. Et à 1 an et demi, 2 ans, il marche pas toujours, quoi. Donc je me revois prendre des détours énormes pour au moins l'avoir en poussette le maximum. Pour arriver d'un point A à un point B, je faisais des détours de fou pour juste pour pouvoir faire les trajets en poussette. Donc voilà, après c'est rigolo, c'était pas, il y a pire quoi comme expérience. Et au niveau de la langue, vous avez toujours parlé français et espagnol à la maison, du fait que vous êtes une famille biculturelle? Alors, bonne question. Moi, en fait, je suis de famille espagnole, donc et j'avais vécu en Équateur, donc je parlais déjà quand même correctement l'espagnol quand on s'est rencontrés. En France, comme la langue de rencontre, c'était l'espagnol. Moi, je vais beaucoup parler espagnol, ce qui le faisait beaucoup râler parce qu'il me disait mais comment tu veux que j'apprenne le français si tu me parles espagnol? Sauf que pour moi, c'était facile. Et en français, lui, il a appris le français en venant en France, donc c'était un peu plus galère, quoi, pour lui d'avoir une conversation en français. Mais bien sûr qu'il avait raison, il fallait que je lui parle beaucoup plus français que ça, mais j'avais du mal. Donc paradoxalement, on a beaucoup parlé espagnol en France et on parle beaucoup français maintenant au Pérou. Donc c'est vraiment rigolo. Mais les enfants, du coup, ils sont bilingues complètement. C'est vraiment leurs deux langues maternelles. Enfin, ils dissocient pas les deux, en fait. C'est réellement, ils sont sur le même pied d'égalité avec le français et l'espagnol tous les deux. Parce que ici, actuellement, on parle beaucoup, beaucoup français. Et à l'extérieur, à l'école, avec la famille, ils parlent tout le temps forcément espagnol. Donc, du coup, les deux langues sont nécessaires et utiles pour eux actuellement ici au Pérou. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai interviewé il y a pas longtemps Hélène, qui est une famille, qui fait partie d'une famille française. Ils ont été expatriés plusieurs années en Nouvelle-Zélande. Et du coup, quand ils habitaient en Nouvelle-Zélande, elle faisait des pieds et des mains pour que ses enfants parlent français, pour qu'ils aient un peu une culture française et qu'ils apprennent la langue française, qu'ils la pratiquent dans la famille. Et maintenant, ils sont rentrés, donc ils sont installés en Suisse. Et du coup, le français est devenu la langue de la vie en société, et l'anglais est très très présent à la maison. Alors que bon, ils sont tous français au final, mais c'est resté. Donc c'est un peu comme vous finalement. La langue de la famille n'est pas celle de la vie en société, quoi. C'est assez drôle. Ouais. On a eu aussi des témoignages sur la difficulté de maintenir un bon niveau de français au niveau de la lecture et de l'écriture, notamment chez les enfants qui grandissent pas dans le système scolaire français, ou au moins francophone. Est-ce que toi tu mets des choses particulières en place à ce niveau-là? Est-ce que c'est un sujet important pour qu'ils sachent bien lire et écrire en français? Alors, en fait, pendant le Covid, il faut savoir que les écoles ici ont été fermées 2 ans. Donc toute l'année 2020 et toute l'année 2021, les écoles étaient fermées au Pérou avec uniquement avec une proposition d'école virtuelle. Mais on sait les difficultés d'une école virtuelle dans la vie normale. Franchement, c'était très 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 compliqué. Mais surtout avec des petits, quoi, où c'est tellement, virtuel prend vraiment tout son sens, quoi, comme mot. C'est très très compliqué. Et du coup, moi, je suis rentrée en France pendant 5 mois parce que aussi pour accoucher du coup de ma 3e petite fille. Et du coup, je suis rentrée avec les garçons et je les ai scolarisés en France pendant 5 mois. Et ça leur a permis du coup de se confronter à la culture française à l'école, mais au plus grand d'apprendre à lire et à écrire en français. On a eu une maîtresse extraordinaire, franchement, elle a fait des miracles avec ce petit garçon qui parlait français mais qui ne savait ni le lire ni l'écrire, et le peu de choses qu'il savait lire et écrire c'était en espagnol, et elle a réussi en quelques mois à lui apprendre, quoi. C'était génial. Et l'autre était plus petit, Cory, lui, il était en dernière année de maternelle, donc du coup il n'a pas eu cette chance-là d'apprendre à lire et à écrire. Mais pour le plus grand, le plus dur est fait, je pense, parce que ça, c'est chouette. Et l'école où ils sont actuellement ici à Cusco, c'est une école privée, mais c'est une école où ils ont des cours de français et d'anglais.
ils ont 4 heures de français et 4 heures d'anglais chaque semaine. Donc du mais coup, c'est beaucoup. ouais, du coup ça maintient quand même un petit niveau. Après c'est du français initial quoi. Donc mais bon, à moi après derrière à essayer effectivement de renforcer un petit peu ce qui est fait en classe. Mais bon après malheureusement oui il y aurait plein de choses à faire. Je sais qu'il y a le CNED, il y a des familles qui arrivent à faire suivre à leurs enfants le cursus du CNED. Moi honnêtement j'ai absolument pas le temps. Vraiment je après c'est peut-être des choix de vie mais C'est très difficile hein, à la fois, enfin pour des enfants qui sont déjà scolarisés dans un système, en fait tu leur refais refaire une deuxième ouais, école quoi. Donc c'est à la ouais, fois c'est un très lourd investissement pour les enfants et pour les parents bien sûr. Donc ouais c'est ça. j'imagine que c'est assez compliqué. Mais bon c'est vachement bien quand même. 4 heures de français par semaine Ouais, dans leur école c'est déjà beaucoup quand même 4 heures de français en plus de 4 heures d'anglais. Donc ça ouais, permet quand même de poser des bases grammaticales j'imagine et puis c'est ça. parce que la langue française, bon après ça ressemble pas mal à l'espagnol quand même aussi dans les structures de Ouais, phrases et mais tout ça. l'orthographe du français, Ouais, ça reste ah ouais, si ouais. tu l'apprends pas, Non mais c'est là que compliqué. tu te rends compte que le français en fait c'est hyper Ouais. difficile quoi. Mais je vois que le plus grand qui lui est allé à l'école, alors il a fait qu'une moitié de CE1, pardon, une moitié de CE1, et ben il explique au plus petit, oui mais E-A-U ça c'est O en français. A-U ça fait O parce que ils parlent parfaitement le français eux, hein, c'est vraiment ils ont pas d'accent, rien. Mais voilà, c'est vrai que c'est bizarre de voir un petit garçon quand on rentre en France, on a l'impression qu'ils sortent d'une caverne quoi. Je sais pas ce que pensent les gens, mais parce qu'ils parlent très bien, mais il y a plein de choses qui ne font pas référence à leur quotidien. Donc, ils ont des expressions, ils vont franciser une expression péruvienne, quoi. Mais ça ne Ah veut rien ouais. dire, en fait, pour des Français. Et puis après, il y a des choses des produits qu'en France, je sais pas, moi, je sais pas, moi, ce qui m'avait fait rigoler, c'était les Kinder Pingui. Tous les enfants connaissent les Kinder Pingui. Ben oui, eux, ils connaissaient pas. Alors, ils disaient, ben, c'est quoi ça? Les gens doivent se dire, mais elle les fait vivre dans une caverne ou ils sortent Bon d'où en ces même temps gamins? c'est pas grave hein, le Kinder Pingui. Non, mais c'est rigolo. Enfin, plein de petites choses comme ça, je pense à ça, mais Ouais c'est c'est marrant rigolo. ouais. Et ça serait quoi tu dirais les différences majeures d'élever des enfants au Pérou contrairement à élever des enfants en France? Waouh, c'est une belle question, mais je sais pas si j'ai assez de recul pour y répondre. Il y en a beaucoup des différences, beaucoup. Euh, mais j'ai l'impression de pas encore avoir la maturité pour y répondre de manière. Je le ressens en fait, mais j'ai pas encore le recul. J'ai l'impression. Je le ressens parce que quand je rentre en France, je sens un décalage. Je sens ils sont pas dans le moule français, ils sont un peu à part. Ici les enfants, c'est pas des enfants rois, c'est pas ça, mais les enfants ont une place, ils dérangent pas ici. Ici, les enfants ne dérangent pas. Par exemple, quand on va à une fête, on est invité, ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un à dire c'est sans les enfants. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. En France, plein de fois, on va dire ah bah oui, mais c'est que entre adultes ou en gros, on fait bien comprendre que les enfants, ils vont nous embêter quoi. Hmm. Ici, ça m'est jamais arrivé qu'on me dise sans les enfants. Bien sûr qu'ils sont là les enfants et ils font du bruit, ils embêtent et tout, mais à chaque fois les gens ils vont dire bah c'est normal, c'est des enfants en fait. Ils sont là, bah ils vivent comme des enfants quoi. Et les gens s'en occupent beaucoup, même quand on n'est pas de la famille directe. Si un enfant qui pleure, par exemple, il y a quelqu'un qui va s'approcher, en général gentiment, hein, avec un gâteau, avec une orange. Moi, ça m'est arrivé dans la rue une fois avec un bonbon, en disant bah pleure pas, tiens, prends ton petit bonbon ou quoi. Ouais. En France, ça ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un d'intervenir au sein d'une famille et en plus en donnant un bonbon ou un chocolat. Je pense que... Mais ici, moi je le vis bien hein, parce que je trouve ça du coup la crise elle passe, le petit garçon ou la petite fille ils sortent de leur introspection triste machin et puis du coup ils se tranquillisent facilement quoi. Mais du coup tout ça moi je le ressens quand je rentre en France, je sens que les enfants ils dérangent quoi, ils nous embêtent en fait. On a envie d'être Ouais c'est tranquille, vrai. pour discuter, on a envie de voilà. Ici c'est pas du tout le cas, c'est jamais.
Et après, ici, au niveau de l'éducation, moi, ce que je ressens aussi un petit peu, c'est que ils sont moins ouverts sur le monde aussi. C'est des enfants enfin, je trouve que les enfants sont très gentils ici. Enfin, ils sont très respectueux, je trouve, dans les écoles, des professeurs et tout. Moi, je trouve les enfants, enfin, après, c'est ma vision et peut-être que d'autres l'auront pas. C'est une vision de quelqu'un qui habite à Cusco. Voilà, peut-être qu'à Lima, il y aurait une autre expérience. Mais je trouve qu'ils sont très respectueux des professeurs, très bien élevés, quoi. En fait, toujours il y a bonjour. Quand tu sors de table, tout le monde, hein, même dans les familles plus pauvres, hein, on remercie la dame qui a fait à manger, enfin comme un automatisme, quoi. Mais du coup, Ouais. ils sont mais aussi très centrés sur eux-mêmes. Et il y a peu d'ouverture dans le monde. Et quand tu les confrontes à des gamins aujourd'hui en France qui sont ouverts à plein de choses, qui savent le monde, qui savent ceci, qui ont vu ceci, qui ont vu cela, qui ont lu tel et tel et tel et tel livre. Ici, le livre, il n'existe pas chez les familles. Enfin, le livre, c'est un objet que les gens connaissent très peu. Et du coup, ça fait des enfants, voilà, différents, quoi. Différents. Enfin, ouais. Qui ont peut-être moins d'ouverture au monde. Ouais, mais des enfants qui sont peut-être plus à l'aise dans leur vie quotidienne, là où ils sont, dans leur famille, dans la société, dans l'école qu'ils fréquentent, etc. Et moins curieux de ce qui se passe, mais peut-être qu'ils sont du coup mieux dans leur basket, parce que Je c'est sais pas. maintenant, c'est là où ils sont, etc. Je sais pas non plus, ouais. C'est peut-être un peu de la psychologie à 2 francs, là, Ouais. que mais Ok, ok. Non, mais c'est hyper intéressant ces petits points de détail comme ça qui font un peu, qui font la différence, quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas trop de livres dans les écoles aussi, c'est ça? Enfin, genre, il y a pas des bibliothèques et tout ça. Les livres sont chers ici. Les livres sont vraiment chers et du coup ils sont. Mais bon, c'est normal parce qu'il y a peu de gens qui achètent, donc forcément c'est cher. Et c'est pas un Mhm. objet qui fait partie non du quotidien ni des enfants ni des familles. Non. Du coup nous en parallèle on a aussi une association et justement on essaie d'introduire le livre dans les écoles et on voit bien que c'est pas évident et même pour les instituteurs c'est pas évident en fait. C'est pas simple. Mais du coup, avec quoi ils travaillent les instituteurs dans les classes? Ah non, c'est avec des livres, mais je veux dire le livre comme les livres de, ils vont étudier des histoires, bien sûr comme nous on l'a fait quand on était jeune, mais pas le livre Ouais, plaisir quoi. Le livre qu'on va, voilà, ouais, ouais, ok. qu'on, voilà. Alors que c'est vrai qu'en France, en tout cas, moi je trouve avec mes enfants, enfin on a habité en Belgique, c'était pareil. Vraiment, il y a d'énormes efforts qui sont faits pour pousser le livre dans que les enfants s'approprient cet objet et n'en aient pas peur, que ça soit pas quelque chose de sacralisé, que ça soit là, c'est pas nécessairement là où il y a le savoir que c'est quelque chose de très précieux, et très important. Ce sont des objets plaisir qui peuvent manipuler, qui peuvent voilà, qui racontent des histoires Mhm. qui sont c'est pas forcément utile, c'est juste c'est juste pour se faire du bien, quoi. Ok. Il y a quelques mois, on a Émilie donc avait interviewé une famille de voyageurs qu'elle a suivi pendant plusieurs épisodes qui ont voyagé en Amérique du Sud. Donc c'est Anthony et Anne Ségolène pour nos auditeurs du projet Familare. Ils sont passés par le Pérou où ils ont vécu quand même des moments assez difficiles parce que c'était pendant la crise politique du Pérou. Donc en termes de date, je pense que c'était quoi, 2022, peut-être début 2023, je sais pas exactement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore d'ailleurs au Pérou, parce qu'en fait en France on est, je trouve, pas très bien informé de tout ça, c'est pas facile d'avoir des informations. Ben alors déjà, on est en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y a une instabilité politique chronique dans tous les pays. Donc on est dans un pays qui a connu, oui, une crise politique de janvier 2022 à février 2023 pendant 3 mois. Mais c'est une crise politique parmi de nombreuses autres. Quand c'est pas le Pérou, c'est l'Équateur. Quand c'est pas l'Équateur, c'est le Chili. Quand c'est pas le Chili, c'est le Brésil. Enfin, je veux dire, on est dans des pays très instables politiquement. Donc ici, oui, ça a été vécu difficilement parce que du coup, ça a bloqué concrètement le pays de manière drastique. Mais pour les personnes, elles sont résignées ici. Hein. Faut dire, ça va passer. Ah ouais. C'est comme ça. On a vécu ça aussi il y a quelques années. Regarde, maintenant, c'est l'Équateur. Enfin, voilà. Donc en interne, oui, ça a été dur parce que ici, t'as pas d'aide sociale. Donc si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Donc effectivement, c'est du coup un arrêt brut de tous les revenus pour tout le monde. Donc c'est très difficile.
Mais pour les gens, très malheureusement, c'est quelque chose qui est fait partie de leur univers et de leur possible. Voilà. Donc, pour résumer, ce qui s'est passé, c'est qu'on a en 2021, il y a eu les élections présidentielles. Ici, on était encore en pleine, c'était encore difficile par rapport au Covid. Et il y avait 18 candidats. Sur les 18 candidats, il n'en restait que 2, l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrême droite, c'était la fille du dictateur Fujimori, qui avait été condamné pour crimes contre l'humanité, elle a d'énormes casseroles et elle trempe dans de nombreuses histoires de corruption. Et de l'autre côté, c'était un instituteur des Andes qui représentait la gauche, du coup, et qui est sorti un petit peu du chapeau sans réelle base politique, sans légitimité, sans soutien, et qui a finalement, c'est lui qui a été élu. Il y avait 100 000 voix d'écart, hein, même moins, je crois. C'était vraiment, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Lui a été élu avec l'énorme soutien de toute la partie andine. À Cusco, ils ont voté à 85% pour Castillo, pour cet instituteur devenu président ensuite. Donc ça a nourri d'énormes espoirs de la part de toute la population andine, des espoirs de représentativité, des espoirs d'écoute, des espoirs de changement face à une ultra-droite en face. Et la difficulté, c'est que l'équivalent de leur assemblée nationale, ici, leur congrès, lui, est resté à droite, donc il avait pas de soutien. Donc c'est une histoire qu'il pouvait pas tenir debout en fait, parce que il était tout seul en fait, contre tous, j'ai envie de dire. Et du coup, ils ont réussi au bout de 3 fois finalement à le faire sauter pour des histoires apparemment de corruption. Ce qui est tout à fait possible, parce que la corruption ici, elle est partout, tout le temps. Tout le monde s'est fait. Je connais personne qui peut passer à travers. À un moment donné, pour que quelque chose avance, elle fait partie du quotidien. Donc, j'imagine même pas au niveau au niveau d'un président du Pérou. Bien sûr qu'il a dû tremper là-dedans, mais encore une fois, voilà. Et du coup, ils l'ont fait sauter le 8 décembre 2022. Le 8 décembre 2022, toutes les paysans, les campesines ou les gens des Andes sont sortis dans la rue en fait, parce qu'ils se sont fait voler leur président. Ils ont perdu leur président et du coup, ils ont été très mécontents, ce qui peut se comprendre. Et ça a généré de très gros blocages en fait dans le pays, et c'est ça qui a été très difficile, parce que du coup le pays était refermé sur lui-même, parce que on pouvait plus venir parce que les routes étaient bloquées Donc c'est vrai qu'en termes de tourisme, tout s'est éteint pendant 3 mois. Ils ont même fermé le Machu Picchu parce qu'il y avait des menaces de blocage sur le Machu Picchu. Et voilà. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Pas forcément parce qu'il y a eu une solution, mais simplement parce que les paysans ici n'avaient plus les moyens de ne plus travailler en fait, parce que encore une fois, si on ne travaille pas ici, on n'a aucune aide sociale, absolument aucune aide sociale. Donc du coup, ils ont, je pense, mis toutes leurs économies, toutes leurs forces, tous leurs espoirs pendant 3 mois pour essayer de faire vaciller le pouvoir. Mais en face, bien évidemment, qu'ils pouvaient tenir bien plus que 3 mois sans travailler eux. Et du coup, du jour au lendemain, ils ont tout réouvert, Ah ouais. Donc rien n'est réglé. Mais je veux dire, il y a rien de, c'est terrible, c'est fataliste, mais ici c'est la vie. Enfin, je veux dire, là ça s'est révélé avec ce problème-là, mais c'est des problèmes récurrents qui reviennent toujours, parce que les problèmes seront jamais réglés. L'inégalité, la pauvreté, le manque de moyens, elle est là depuis toujours au Pérou. Donc ça peut revenir, mais tout comme ça revient régulièrement en Équateur, tout comme ça revient régulièrement au Chili, tout comme la Bolivie aussi connaît ces épisodes cycliques de crise, parce que les problèmes ne sont pas réglés, les gens sont pas représentés, les gens sont, il y a une inégalité à pleurer ici. Et du coup, entre les ultra riches et les ultra pauvres. Et tu parlais de population andine. Est-ce qu'il y a un sujet un peu ethnique aussi, avec des discriminations entre certaines parties du Pérou? Oui, parce que d'un côté, on a le Pérou, c'est 35 millions d'habitants à peu près aujourd'hui. Il y a 13 millions d'habitants à Lima. Lima, c'est le pouvoir économique, c'est vraiment tout est concentré à Lima. Le pouvoir, l'argent est concentré à Lima. Et le reste du pays, ils ont les
la poussière qui reste, quoi. Et il y a une inégalité, même justement, on parlait des enfants avant, sur l'analphabétisation qui est énorme. On a à Couscous, on a jusqu'à 15% d'analphabétisation chez les filles, mais on a 5 à Lima, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des écarts qui sont énormes. Alors que Cusco, c'est une ville qui est très touristique, qui attire des touristes du monde entier. Il y a une richesse énorme, mais les richesses, elles repartent à Lima, en fait. Donc, c'est même pas redistribué, quoi. Ouais, ok. Est-ce que du coup, c'est aussi pour ça que vous avez créé cette association, que peut-être ça tenait à cœur à Roanne d'avoir un impact positif avec votre entreprise? Exactement. Ben, tu peux pas le dire mieux que ça. Effectivement, quand on a créé notre agence à l'époque, Juan m'a dit tout de suite, il faut qu'il y ait un volet social, quoi. Alors moi, j'ai toujours travaillé dans l'associatif, donc je lui dis oh là là, j'aimerais bien faire une pause. Et il a pas lâché comme d'habitude, et du coup, on a vraiment créé l'association. Du coup, l'association s'appelle la Solidarité Tréquinca. C'est une association française dont l'objet est de soutenir des projets éducatifs et culturels dans les petites écoles des Andes. Et du coup, on travaille sur la longueur, en fait, sur la durée avec les écoles. Parce qu'effectivement, ce que Juan avait ressenti pendant toute son enfance, c'était qu'il n'y a pas de moyens dans les écoles. Il n'y a pas de moyens. Le bâti est très beau. Ils ont des belles écoles. Elles sont bien peintes de l'extérieur. Franchement, c'est des beaux bâtiments qu'ils ont. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de moyens, quoi. Et ils sont face à des familles qui sont dans la misère, en fait. Ouais. La misère, on la ressent avec ces enfants à travers, ne serait-ce qu'en regardant leurs mains, leurs petits pieds, leurs petites joues toutes abîmées, les habits qu'ils ont. Enfin, il y a pas de moyens, quoi, qui est donné à ces enfants. Donc du coup, l'idée c'était vraiment d'intervenir dans des écoles éloignées, dans le rural, là où personne ne va, et essayer effectivement d'apporter un petit plus. Alors après, nous on va pas changer le monde, on va pas pallier les problèmes du ministère de l'Éducation ici, c'est pas du tout le but. Mais par contre, on va essayer d'apporter des petits plus, quoi, aux enfants de ces écoles-là qu'on va accompagner pendant 2 ans, quoi. D'accord. Et donc ça vient en complément de votre agence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites en fait? Quel est votre quotidien? Quel est votre travail? Vous travaillez ensemble, hein? Du coup, on travaille ensemble. Ouais. Donc du coup, on a créé l'agence. L'agence, elle est péruvienne. On a créé l'agence du coup Tréquinca en janvier 2018 ici, quand on est arrivé, et on est vraiment spécialisé sur le public francophone et les petits groupes. Et du coup, on propose à la fois des circuits assez classiques sur le sud du Pérou, des circuits clés en main de 15 jours, 3 semaines, etc. On propose aussi des excursions au départ de Cusco, que ce soit découverte de la vallée sacrée, les visites de la ville de Cusco, les sites archéologiques. Et on propose aussi des treks au départ de Cusco aussi, que ce soit en allant vers le Machu Picchu ou vers d'autres sentiers plus ou moins connus par les touristes, quoi. Ouais, ok. Et c'est des treks qui sont adaptés, qui sont faisables avec des enfants? Alors nous, quand on a créé l'agence, notre cible c'était les Français en voyage, on va dire, qui avaient envie de qualité, quoi. Enfin, de se dire, quand tu vas dans une région si riche historiquement, c'est dommage de pas mettre les moyens pour comprendre réellement. Donc du coup, d'où l'intérêt de prendre un guide francophone pour ne pas passer à côté de cette si belle histoire qu'on a ici, quoi. Et puis, il se trouve que de fil en aiguille, réellement sans le chercher ou sans le vouloir, on a commencé à accueillir des familles. 1, 2, 3, 4. Et en fait, le mot est passé. Et aujourd'hui, je pense qu'on est facilement sur 50% de notre clientèle qui sont que des familles. Ah oui, ok. Et ce qui a fait que la réalité, c'est qu'on s'est spécialisé pour répondre aux demandes des familles sur des treks qui sont devenus assez réguliers, quoi, dans notre agence. Donc ça s'est fait main dans la main, quoi, avec les familles, mais sans le provoquer. Ouais. En fait, ça s'est fait naturellement. Donc ça c'est rigolo parce que quand je repense au début, moi jamais j'avais pensé à développer ce volet-là. Enfin, je sais pas.
Mais ça a bien fonctionné. Du coup, effectivement, on propose des treks qui sont accessibles aux familles, soit avec des ados, soit avec des enfants. Mais on est parti avec des enfants de 4 ans et demi, quoi. Ah oui. L'année dernière, on a fait des treks avec tout petits enfants. Ouais, Et ouais. tu pars combien de temps avec des si Et petits? 4 jours, ils sont partis. Allez. Ouais, sur le trek du Larès. Ouais. Après, c'est un bel accompagnement, hein. On part avec des chevaux pour s'ils souhaitent se reposer de temps en temps, Ouais. les enfants puissent monter sur le cheval. On a tout, ils portent pas. On a des chevaux en plus qui portent les affaires. Et on part avec des cuisiniers. Enfin, ils sont très bien accompagnés. Et puis nos guides maintenant, ils sont devenus, ils ont l'habitude quoi, des enfants. Et voilà. Et puis on a adapté aussi. Donc on a du coup développé pas mal de treks accessibles aux enfants. Et on a aussi adapté des visites de Cusco, des visites de sites archéologiques qu'on a retravaillé pour que ça devienne aussi intéressant pour les enfants en proposant en fait comme des petites enquêtes avec un petit cahier à remplir comme ça se fait beaucoup en France, je sais, mais ici c'était pas du tout développé. Où il faut répondre à plein de questions sur les Incas pendant la visite, quoi. Voilà. Donc ça fonctionne aussi très bien. Ouais, ben ça m'étonne pas et c'est vrai que ce genre de choses, on le trouve vraiment de plus en plus partout dans les pays occidentaux, je trouve. Et après, bon, Amérique du Sud, du coup, je connais pas vraiment, mais oui, que ce soit en Asie ou dès que tu sors un petit peu d'un truc touristique bien organisé, bon bah t'as plus rien pour les enfants. Et pourtant, ça marche à fond. Les enfants adhèrent. Bon, j'imagine que c'est le cas aussi. Les enfants adhèrent énormément, ils apprennent plein de choses. Et bon, donc moi, depuis que je travaille sur Parents Voyageurs, en tout cas, à chaque fois, dès que je le peux, je recommande des visites guidées en français, hein, dans la langue des enfants, pour les impliquer. C'est vraiment, ça fait toute la différence en fait. Exactement. Ouais. Et alors moi, il y a quelque chose quand même qui me turlupine un peu depuis tout à l'heure quand tu as dit que Cusco était à 3500 mètres d'altitude. Bon, moi, je suis un peu sujette au mal des montagnes et il me semble qu'avec des petits, je sais pas jusqu'à quel âge il faut faire attention à ça, mais c'est pas toujours très recommandé d'aller en si haute altitude. Donc vous avez débarqué là-bas avec vos deux petits bonhommes. Et puis j'imagine qu'il y a plein d'enfants à Cusco. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour s'acclimater plus facilement au mal des montagnes et enfin que ça soit pour les adultes ou pour les enfants? Bah, alors en fait après c'est que mon expérience et sûrement qu'il y a des cas qui diront le contraire, mais généralement les enfants on a moins de difficultés. Moi j'ai vu peu d'enfants malades de l'altitude. Il y en a, attention, hein. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais c'est souvent plus les adultes qui ont ces difficultés-là. Après pour éviter tout simplement il faut y aller progressivement. C'est comme quand on descend sous l'eau. Ouais. Un peu la même chose quand on monte en altitude, il faut faire des paliers. Donc l'idéal c'est de passer d'abord par Arequipa qui est à 2500 et s'acclimater quelques jours là-bas avant de monter à Cusco qui est à 3005. D'accord. Et puis y aller doucement, tranquillement, boire beaucoup d'eau, manger léger. Enfin il y a plein de petites choses qui permettent de pas souffrir trop de l'altitude et puis d'y aller doucement, quoi. Ce qui est difficile pour les touristes parce que forcément il y a plein de choses à faire, on a envie de tout faire et on se rend pas compte parce que on connaît pas ce mal en France. On sait pas ce que c'est le mal des montagnes. C'est inimaginable en fait. Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent oui mais bon j'habite à 2000 mètres, oui mais j'habite à 1000 mètres. Mais en fait, là, moi, j'habite à 3005, en fait. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. C'est comme moi, si je me monte maintenant à 5000, je suis pas acclimatée à 5000, moi. Donc, chaque palier va être important maintenant. Ouais. Et vous le sentez au jour le jour que vous avez un peu moins d'oxygène que plus bas? Moi, non, plus maintenant, parce que j'y habite. Mais par contre, quand je repars, tout d'un coup, quand je reviens à Lima ou quand je vais en France, tout d'un coup, ah ouais, non, en fait, c'est pas ici normal d'habiter là-bas. Il se passe un truc, quoi. Tu voles, en fait. En France, je vole. Mais au quotidien, ici, non. Après, c'est vrai que j'ai pas un attrait particulier pour la course à pied. Là, ça me donne pas envie, tu vois, parce qu'on est quand même haut. Ouais. Que j'aimais bien faire ça en France, mais là, non, j'essaye même pas, quoi. Ok. Et ça peut-être, on peut clôturer doucement l'épisode avec ça. Visiter le Machu Picchu, en fait, est-ce que c'est un truc
bon, tous les habitants de Cusco y vont. Enfin, est-ce que c'est quelque chose de facile, de normal d'y aller, ou ça reste exceptionnel même quand on habite assez proche? Non, ça reste exceptionnel. Alors après, les habitants des villes, ils y vont assez facilement parce que souvent les écoles, les écoles du centre-ville, elles organisent des voyages au Machu Picchu, comme ils iraient à la Tour Ouais. Eiffel ou, enfin voilà, au Puy-de-Dôme ou des trucs comme ça. Mais par contre, dès qu'on va sur des écoles un peu plus populaires ou un peu plus rural, là, c'est absolument inaccessible. Moi, ma belle-mère, la première fois qu'elle est allée, c'était avec nous en 2019. Ah oui. Mes belles-sœurs, elles y sont jamais allées. Mes nièces, elles sont dans des écoles assez un peu plus populaires, donc ça se fera pas d'aller, ils iront pas au Machu Picchu, quoi. Ok. Donc ça, c'est moins cher pour les Péruviens, mais ça reste quand même une somme à débourser qui est pas du tout négligeable, quoi. Même si c'est moins cher, ça reste vraiment très cher pour eux. Ah oui, oui, ok. C'est pour ça que nous, dans le cadre de notre association, quand on intervient auprès des écoles, on clôture les 2 ans par le voyage au Machu Picchu. Donc là, on a accompagné 29 enfants de la petite école avec laquelle on a travaillé ces 2 dernières années, le 28 et le 29 octobre. On était avec les 29 enfants au Machu Picchu pour leur faire découvrir leur patrimoine parce que sinon, ils n'auront jamais l'occasion d'y aller de toute leur vie, quoi. C'est une évidence. C'est des enfants de paysans. Ils iront jamais. C'est triste, mais Ouais. du coup, on se devait de leur... c'est notre travail. On emmène des touristes du monde entier là-bas, donc on se devait bien les amener à eux aussi, quoi. Ouais, je trouve ça à la fois incroyable et en même temps, je me dis, il doit y en avoir plein des enfants qui habitent en région parisienne et qui n'ont même jamais vu la Tour Eiffel, en fait. Donc, c'est probablement assez similaire, mais c'est vrai que, vu de la France, le Machu Picchu, c'est quand même iconique. Euh, et quand tu dis que c'est cher, ça représente combien pour un touriste? Alors ça dépend parce que le Machu Picchu c'est pas facile d'accès en Ouais, fait. La grosse problématique du Machu Picchu c'est ça, c'est pas comme le Taj Mahal où on y va, hop, on y ouais, est c'est quoi. ça. Là c'est vraiment une expédition pour y aller et il n'y a pas de route Oui, pour y aller. d'accord. Donc ce qui fait que l'option pour y aller c'est des trains et les trains sont vraiment chers parce que c'est des trains touristiques. Après c'est des très beaux trains, hein. Le prix vaut la chandelle, mais du coup on est dans des prix tout à fait Ah européens oui, quoi. ok. Et l'autre option, c'est y aller en bus et puis après continuer à pied le long de la voie ferrée, puisqu'il n'y a pas de route. Soit on prend le train, soit on marche le long de la voie ferrée en fait. Mais la deuxième option du coup qui est d'y aller en bus, là pour le coup c'est très très route quoi. C'est vraiment des bus qui sont pas quali quoi. Enfin, je veux dire, on est sur des bus vraiment de haute montagne avec le ravin en bas et tout ce que tu veux. Donc du coup, c'est pas cher du tout, mais c'est une sacrée expédition parce que c'est 7 heures de bus, 3 heures de marche. Enfin, dire, c'est pas facile d'accès, quoi. Donc la grande difficulté du Machu Picchu, c'est ça, c'est que soit c'est très compliqué d'accès, soit c'est cher. En fait. D'accord. Et si on veut du quali, eh ben c'est cher. Ouais, ok. C'est vraiment, les gens sont souvent très étonnés par les prix. Après, moi, en toute sincérité, hein, je pense s'il y en a qui m'écoutent, il y en a qui vont me dire que j'exagère mais bon, je dis ce que je pense. On parle d'une des 7 merveilles du monde moderne. Enfin, c'est quand même pas rien. C'est quand même le Machu Picchu. On parle du Machu Picchu qui est vraiment qui est menacé aussi. Donc, du coup, la gestion doit pas être évidente parce qu'ils peuvent pas mettre autant de monde qu'ils voudraient. Je veux dire, on pourrait baisser les prix et mettre plus de monde sur place, mais je veux dire, il va s'écrouler à un moment donné. Enfin, environnementalement parlant, on est vraiment face à une vraie catastrophe qui arrive là. Et donc, c'est cher, voilà. Je pense que la qualité de ce qu'on va voir m'étonne pas tant que ça en termes de prix. Après, voilà. Souvent, on a l'image quand on voyage, c'est le Pérou, donc c'est pas cher. C'est les pays du Sud, etc. Ben oui, mais sauf que là, on parle d'une des 7 merveilles du monde moderne, en fait. Donc, nous-mêmes, ici, à Cusco, on est sur du 2500$ le mètre carré, quoi, dans la ville pour acheter. Enfin, on est dans une bulle, en fait, et une bulle touristique. Donc, forcément, tout est très cher. Ouais. Tout est très, très cher ici. Ouais, puis j'imagine, en plus, donc, pour les touristes aussi, quoi. En termes d'approvisionnement, etc. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on achète que des produits importés, quand on vit sur une île au milieu du Pacifique. Là, c'est à 3500 mètres d'altitude. Donc, en fait, tout est compliqué. T'as tout compris. C'est ça.
Bah écoute, un grand merci vraiment Claire pour ce partage, de nous avoir fait voyager jusqu'à Cusco. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tu dis Cusco, tu traînes un petit peu sur, sur le U. C'est ton accent toulousain qui s'est ramené dans l'espagnol, ou c'est comme ça qu'on dit Cusco? Non, je pense que c'est d'ici, c'est l'accent d'ici, je pense. Écoute, merci beaucoup. Et puis bah peut-être à bientôt. Merci vraiment. Bah, merci à vous aussi, puis j'espère accueillir encore plein de familles et d'enfants, parce que c'est très chouette de bosser avec eux, enfin de leur faire découvrir, de sentir, enfin c'est un challenge à chaque fois, intéresser des adultes déjà intéressés par l'histoire, j'ai envie de dire, c'est notre métier, on sait le faire quoi. Mais intéresser des enfants, c'est une difficulté bien plus, c'est un autre challenge quoi. Et on est assez content quand on a des enfants qui reviennent d'un trek avec le sourire, content. On se dit que waouh, on a réussi à leur faire aimer la randonnée. On espère qu'ils auront aussi d'autres expériences plus tard dans d'autres pays, peut-être de trek. Et c'est une responsabilité, en tout cas, qu'on prend vraiment à cœur, quoi. Pareil, c'est moi qui anime la plupart du temps les visites de Cusco, puisque je suis guide aussi, moi aussi, depuis un an, j'ai le diplôme de guide. Et quand je termine les visites et que je vois que les enfants ils sont pas ennuyés, qu'ils ont rempli tout leur petit carnet, qu'ils ont plein de questions, honnêtement, je me dis que ouais, on a réussi quelque chose quoi. On a réussi à planter des petites graines. Ouais, c'est sûr. Et franchement, merci à tous les guides du monde qui prennent du temps pour se mettre à hauteur de nos enfants, pour pour les intéresser, parce qu'en fait c'est passionnant. C'est comme ça qu'on développe leur curiosité et qu'on en fait, je crois, de meilleurs citoyens du monde, quoi. Donc vraiment, ouais, merci pour cette belle initiative. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Ciao. Merci. Au revoir. Un immense merci à Claire pour son témoignage pour le podcast de Parents Voyageurs. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des infos pour visiter le Machu Picchu, découvrir Cusco et les Andes en compagnie de Claire et Juan, je vous mets évidemment tous les liens dans les notes de l'épisode sur le blog de Parents Voyageurs. Claire m'a envoyé aussi de chouettes photos, je vous mets ça évidemment. L'agence s'appelle Trek Inca, TREKKINCA, il y a 2 K au milieu, et vous aurez toutes les infos. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour le podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute. Un petit commentaire, ça nous aide à gagner en visibilité. Vous pouvez en parler et partager cet épisode sur les réseaux sociaux en nous taguant, et bien sûr en parler tout simplement dans votre entourage. Cela nous aide grandement. Un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.